Bien, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News qui chaque semaine donne rendez-vous à un responsable d'entreprise IT en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Michely qui est directeur général de la société Data4. Olivier Michely, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est la tradition, on commence par une question d'actualité, une actualité précise ou une tendance qui a retenu votre attention ces derniers temps. Donc quelle est-elle ? Alors, je voulais souligner un événement majeur qui s'est déroulé la semaine dernière, qui est l'événement du Gartner à Barcelone. Et en fait, pourquoi je souligne cet événement, c'est que par rapport à notre secteur d'activité, il y a des éléments, des points saillants que j'aimerais soulever aujourd'hui. Le premier, c'est que les tendances de marché, les fondamentaux sont très forts pour le secteur du data center. Le premier chiffre que j'aimerais partager, c'est qu'ils annoncent d'ici à 2020 d'avoir une production, ils confirment le chiffre qu'ils avaient déjà annoncé, d'avoir une production en masse de données qui va s'accélérer. Donc on est vraiment sur une trajectoire exponentielle, puisqu'ils prédisent qu'en 2020, on produira 6 fois plus de données qu'il y a 5 ans, en 2016, et que rien qu'en 2020, ce sera l'équivalent de toutes les données que notre monde aura produit jusqu'à 2020. Oui, alors moi j'avoue que, effectivement, je fais des chiffres que je lis comme vous. C'est le mot données qui me gêne un peu parce qu'on a l'impression que toutes les données sont les mêmes. Or, là, dans ces volumes-là, il y a plein de données en fait qui sont du bruit, qui veulent rien dire, et puis il y a des données qui veulent dire quelque chose. Donc c'est pour ça que je voulais rectifier un petit peu cette Mais cela dit, tout ça passe dans les tuyaux, ça c'est clair. Mais vous avez raison, on échange de plus en plus d'informations et dans l'information, effectivement, il faut segmenter. Vous avez raison, mais cela étant dit, il y a une tendance de fond qui est que nous produisons de plus en plus de données. C'est clair. Peu importe que ce soit x6, x5, x4, mais ce que je veux dire, c'est que cette donnée-là est importante parce que plus on produit de données, plus on a besoin de stocker ces données. Et l'autre chiffre clé qui est aussi intéressant, c'est qu'il prévoit qu'à l'horizon 2025, seulement 20% des entreprises auront leur data center en propre. Donc il y a vraiment un phénomène d'accélération de l'externalisation des data centers. Alors, on peut aussi commenter ce chiffre, est-ce que ce sera 25%, est-ce que ce sera plus, mais peu importe. La tendance est là. La tendance est là. Et quand vous faites le produit de cette production en masse et de cette externalisation très forte, eh bien, ces fondamentaux-là démontrent que pour le secteur du data center qui héberge les données, c'est extrêmement positif. Alors justement, vous faites la transition, parce qu'on est là pour parler aussi de Data4, et donc on va dire quelques mots sur Data4 que tous nos lecteurs ne connaissent peut-être pas. Donc vous vous présentez comme un opérateur de data center, donc un hébergeur, qui va de la baie jusqu'au data center total. Vous avez été créé en 2006 sur le site de Marcoussis, donc le site d'Alcatel. Vous définissez qu'un opérateur européen, parce que vous êtes présent en France, en Italie, au Luxembourg, vous affichez une quinzaine de data centers, et avec des capacités de progression, puisque en gros, dans votre besace à venir, si je puis dire, 23 data centers possibles, et puis 150 mégawatts d'électricité également disponibles. Est-ce que ça correspond à peu près à qui vous êtes aujourd'hui ? Alors, vous êtes très bien renseigné, parce qu'effectivement, on a bien été créé en 2006. On est le premier opérateur français de data center, puisqu'on est d'origine française. On a bien 15 data centers sur les 3 territoires que vous avez mentionnés, France, Italie, Luxembourg. Et en fait, le modèle de Data4, si vous voulez, c'est d'avoir des actifs, et c'est un élément différenciant, c'est de s'appuyer sur des campus. Donc d'avoir vraiment une réserve foncière électrique très importante. L'objectif, c'est pas d'aller dans des zones trop denses, enfermées entre 4 murs, où nos clients ne peuvent pas, évoluer. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'acheter des réserves foncières électriques très importantes. C'est le cas à Marcoussis, vous l'avez dit, effectivement, c'est un site magnifique de 110 hectares qui est notre porte-drapeau, et sur lequel on s'étend très fortement. C'est la même chose à Milan, puisqu'on a un site de 10 hectares avec plus de 60 mégawatts. Donc vous voyez, et on en parlera tout à l'heure, mais on est en train de suivre le même modèle en Espagne, à Madrid. Et donc ça, c'est clé parce que, vu que les entreprises, c'est les chiffres que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une production en masse, les entreprises externalisent de plus en plus, donc elles ont besoin de s'appuyer sur des partenaires qui ont des réserves très importantes.
et qu'elles ne se trouvent pas limitées dans leur croissance à cause d'un partenaire ou d'un opérateur qui n'a pas la surface. Donc il faut vendre des ressources, mais il faut vendre aussi du futur, puisque les entreprises ont besoin d'évoluer. Si on regarde le marché alors on parlait de colocation, on parle aussi donc d'hébergement ou d'opérateurs de data center, c'est un marché qui reste encore extrêmement fragmenté. Ça c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'il est quand même assez largement dominé par des acteurs américains. Est-ce que ça finalement, pour vous qui êtes un acteur relativement modeste, si on prend Equinix affiche plus de 200 data centers et des data centers, après il faut voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que finalement c'est une chance pour vous parce qu'il y a encore beaucoup d'évolutions possibles, ou est-ce que vous le voyez comme une difficulté? Alors, je dirais que déjà, il n'y a pas que Equinix, il y a plein d'autres acteurs. Bien sûr, mais j'ai cité celui-là parce que c'est le premier et c'est celui qu'on voit le plus souvent. Alors, c'est un marché fragmenté, mais qu'il est de moins en moins quand même. Alors, c'est vrai que vous avez une multitude de tout petits acteurs qui peuvent, je dirais, exister peut-être en région, mais je dirais au niveau des grandes métropoles, au niveau des acteurs qui font des actifs de très grande taille et qui adressent les besoins des gros hubs comme Paris, Milan, Madrid, Francfort, etc. Finalement, le marché est de moins en moins fragmenté puisqu'il y a eu une grosse consolidation. Nous-mêmes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a changé d'actionnaire. On a défini une trajectoire très ambitieuse de développement en Europe. Et donc, on regarde les cibles potentielles en Europe et il n'y en a pas tant que ça. Donc, le marché fragmenté, finalement, il se consolide de plus en plus. Ensuite, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour beaucoup de personnes. Et c'est un métier, je dirais, finalement assez local, le data center. C'est un métier de proximité. Donc, c'est sûr que d'avoir une présence sur une multitude de pays dans une quantité très importante de villes, c'est un avantage compétitif, bien sûr. Mais en même temps, ce que recherchent les clients, parce qu'on travaille avec, que ce soit des clients américains, des clients asiatiques ou des clients français et européens, ce qu'ils recherchent surtout, c'est des acteurs qui ont une connaissance très forte de leur marché pour pouvoir les accompagner sur ce marché. Donc finalement, et nous c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on est présent à Milan, on connaît extrêmement bien le marché italien, le marché milanais, pareil en France, et ces clients-là, ces clients internationaux finalement, c'est ça qu'ils recherchent, c'est une connaissance très précise, très pointue de notre marché, avec bien sûr une offre qui soit très compétitive. Donc, mais alors justement, vous parlez de clients internationaux, donc vous êtes présent là où vous l'avez dit, mais vous êtes ni en Amérique du Nord, ni en Asie. Pour les grands clients internationaux qui sont partout, finalement, est-ce que c'est pas une limitation? Alors, je dirais que la limitation qu'on a, c'est sûr, c'est qu'on n'a pas de force commerciale aux États-Unis, par exemple, pour travailler avec ces opérateurs de cloud. Ça ne nous empêche pas, nous, d'y aller. Ça ne nous empêche pas de les connaître et ça ne nous empêche pas de travailler et d'utiliser aussi des intermédiaires qui nous aident à travailler avec eux. La preuve, c'est qu'on travaille avec les 4 plus gros cloud opérateurs au monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas une limitation, mais on n'a pas cet avantage d'avoir des forces sur place pour pouvoir travailler au quotidien avec ces acteurs, par exemple, pour prendre les États-Unis, ces acteurs américains. Mais encore une fois de plus, ce que ces acteurs-là recherchent, mais on peut prendre l'exemple aussi de la Chine, ce qu'ils veulent, c'est avoir des acteurs, travailler avec des opérateurs qui ont cette capacité de s'appuyer sur des actifs évolutifs, ce qu'on appelle la scalabilité, qui ont la capacité aussi d'avoir une offre très compétitive, parce qu'ils comparent toujours les coûts de construction, les coûts d'exploitation, les coûts de l'énergie par rapport à leurs ABAC, à leurs propres paramètres en interne. Et si vous voulez, et puis bien sûr, ils cherchent de l'excellence opérationnelle. Et si en gros vous avez la capacité, je dirais, de fournir ou d'adresser ces 3 éléments, vous pouvez faire du business avec n'importe quel acteur, qu'il soit en Asie-Pacifique, en Europe ou aux États-Unis. Alors, une petite question d'actualité qui est liée à votre offre, qui a évolué très récemment, parce que vous avez annoncé le D4 Smart Data Center. Donc, en fait, c'est votre nouvelle solution DCIM. Alors, on ne va pas utiliser c'est un peu plus que ça. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, je ne vous demande pas de nous décrire la totalité de cette nouvelle solution, parce que ça serait un peu long, mais plutôt le ou les 2 points saillants qui différencient par rapport à la version précédente. Alors, effectivement, et c'est un très bon point, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de l'offre, ce n'est pas le but.
Cela dit, ça fait écho, effectivement ce Data 4, ce Smart Data Center, fait écho au Gartner, à l'événement Gartner que j'ai précisé au début. C'est qu'en fait, il y avait un élément qui est revenu très souvent, récurrent, pendant cette conférence, c'était autour de l'intelligence artificielle. Alors je sais qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est parfois un peu galvaudé, mais là c'était vraiment que ça devait devenir une priorité du DSI d'aujourd'hui et de demain. Et nous, ça nous parle parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir une grosse quantité de données, ce qu'on appelle le big data. Et dans le data center, on a la chance de fournir du big data parce on s'appuie sur des milliers de capteurs. Et ces milliers de capteurs, en permanence, produisent de la donnée. Et ces données, pour l'instant, dans le data center, est mal exploitée, mal utilisée. Donc, le défi pour les opérateurs data center, et nous on travaille là-dessus, c'est de pouvoir exploiter ces données, de faire des connexions entre ces données pour pouvoir aider les utilisateurs du data center, que ce soit les clients ou les opérateurs comme nous, à prendre de bonnes décisions. Et donc Data 4 Smart Data Center, c'est bien ça, c'est un programme qu'on a lancé depuis 1 an et sur lequel on travaille de manière très active, et qui n'est pas que du DCM. Le DCM est un composant. C'est en gros de développer un ensemble d'outils et d'intégrer des couches logicielles pour pouvoir intégrer nos différents systèmes, c'est-à-dire les capteurs produisent de la donnée, de connecter notre BMS, donc notre Building Management System, avec effectivement un outil DCIM, de connecter tout un ensemble d'autres paramètres donc, pour pouvoir fournir un contenu riche à nos clients. Donc d'améliorer l'expérience utilisateur. Parce que qu'est-ce que nous demandent nos utilisateurs? Ils nous demandent plus de visibilité et ils nous demandent plus de transparence. Jusqu'à présent, le data center s'était vu comme une boîte noire. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, on ne sait pas très bien pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. Et ce qui est dingue, parce qu'en fait, avec le mouvement que je vous ai décrit tout à l'heure, j'externalise mon système d'information. C'est quand même un mouvement très fort. Vous prenez un engagement fort. Je veux savoir ce qui se passe, en fait, dans l'endroit où je vais externaliser mon système d'information. Et alors, la partie intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des briques open source que vous avez récupérées, que vous utilisez pour faire l'analyse de toutes ces données? C'est des développements propres? C'est quoi? Ça vient d'où? Alors, en fait, pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire quelque chose, de toute façon, il faut avoir les moyens de le faire. Est-ce que nous, on a en interne des data scientists? Non. Et les data scientists, de manière générale, vont plutôt aller dans d'autres types d'entreprises que chez des opérateurs data center. Bon, je ne sais pas demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça. Donc en fait, nous, notre projet, si vous voulez, on le voit comme un projet large où on associe notre écosystème, c'est-à-dire à la fois nos partenaires, mais aussi de nouveaux entrants, comme par exemple sur la partie DCIM. Ce n'est pas notre DCIM. On a fait appel à un acteur du marché, un des leaders, avec lequel on s'est mis d'accord pour faire aussi des développements spécifiques, un peu comme un Renault travaillerait avec Forestia, par exemple, son fournisseur, mais aurait des développements très spécifiques. Vous voyez, on fait exactement la même chose. Et donc, on travaille avec l'ensemble de notre écosystème pour pouvoir fournir ce contenu riche dont j'ai parlé. Par exemple, fournir de la gestion d'actifs pour les clients, faire du capacity management, être capable de récolter tout un ensemble d'informations sur l'environnement, mais aussi aller plus loin. Aller plus loin, c'est par exemple de bouger de la maintenance préventive pour aller vers de la maintenance prédictive. On y croit très fort à ça. Et ça, c'est un programme sur lequel on travaille et sur lequel on va avancer, qui n'est pas pour aujourd'hui, mais qu'on voit pour demain, où ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. On croit aussi beaucoup à l'automatisation. Actuellement, l'automatisation, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez les serveurs ou les baies de stockage, ou même le réseau, ces éléments clés du data center, sont maintenant pilotables par des plateformes automatiques logicielles. Pourquoi le data center, que ce soit par exemple la distribution électrique ou par exemple la climatisation, pourquoi ça n'est pas fait aujourd'hui? Et donc on veut aller vers ce genre de système où il y ait plus d'automatisation. Et comme on le fait, et je terminerai là-dessus, mais comme on le fait actuellement sur l'automatisation du free cooling, où de manière automatique on utilise l'air externe
refroidir les machines. Ça me fait penser d'ailleurs à une enquête dont on avait parlé il y a un petit moment sur en gros l'état des data centers dans les entreprises, pas chez les hébergeurs, qui disait qu'en gros 30% des serveurs étaient inutilisés. Donc je suppose que dans vos data centers, on évite ce genre de choses et on fait que tous les serveurs qui sont là sont utilisés au meilleur de leurs possibilités. Alors oui, maintenant, il faut bien voir la frontière. Hein. C'est que nous, on est un hébergeur, mais vous n'êtes pas l'opérateur. Enfin, on est opérateur de data center. Maintenant, on n'a pas la propriété des serveurs. Donc, mais par contre, cela dit, vous pouvez donner des indications pour dire à vos clients, attention, parce que là, vous avez 15 serveurs, il y en a 4 qui ne font pas grand-chose. Non, mais on est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'en plus, et cette notion de Smart DC, vous m'avez demandé, en fait, c'est quoi le bénéfice et je vais revenir sur votre point, parce qu'il est très intéressant. C'est 1, j'en ai parlé beaucoup, l'expérience utilisateur. 2, d'améliorer la performance du data center. 3, et c'est clé, c'est de réduire l'impact sur l'environnement des DC. Et notre mission, c'est de travailler main dans la main avec nos clients pour leur donner, juste quand je parle de contenu riche, c'est bien ça, c'est de leur donner des informations qu'ils n'avaient pas avant pour mieux comprendre comment leur système d'information fonctionne. Est-ce qu'il y a des points chauds? Dans ce cas-là, c'est des menaces, on va leur indiquer, de faire une meilleure urbanisation et de faire aussi une meilleure utilisation de leurs machines. Alors, une question avant de parler le sujet que vous avez abordé là sur le changement d'actionnaire. Vous avez dit que votre force était d'être un opérateur local. Et si je pense à une enquête une étude qu'a fait Equinix récemment, où il disait que finalement, une des forces aujourd'hui, ou une des tendances, était que ce qu'ils appellent l'interconnexion, c'est-à-dire les communications en local, avant même les communications à distance, c'est là où ça se passait le plus, où la croissance était la plus forte. En gros, et plus vous avez d'acteurs en local, plus évidemment ces acteurs ils peuvent communiquer en local. Est-ce que ça, finalement, c'est pas une donnée qui favorise les gros par rapport aux petits? Alors, je vais juste faire une correction, c'est qu'effectivement on est local, mais on est un acteur européen avec des présences locales fortes. Et c'est comme ça qu'on souhaite encore s'étendre. Justement, en fait, ça conforte bien ce que je dis sur la notion de proximité. C'est-à-dire que, prenons l'Italie, Milan. Je suis une entreprise italienne, je vais mettre mes données, par exemple, mon cloud privé chez Data4 pour différentes bonnes raisons, et j'ai besoin d'hybrider de faire de l'hybridation de mon système d'information parce que j'ai besoin d'aller chercher, d'envoyer des bouts d'informatique sur, par exemple, des plateformes de cloud. Je préfère le faire au même endroit. C'est-à-dire que si dans le data center de Data4, j'ai un acteur du cloud que j'utilise, plutôt que de l'envoyer mes instances informatiques sur des plateformes de ce même acteur de cloud en Irlande, en Angleterre, pourquoi je ne le ferais pas en local? Donc ça a un avantage énorme. C'est un avantage parce que c'est beaucoup plus rapide, ça se fait de manière presque automatique, ce qu'on appelle avec un cross-connect, et ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est plus sécurisé. Donc effectivement, l'avantage est indéniable. Donc cette localisation, ce que vous dites, cette interconnexion en local, fait effectivement du sens. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus avec les opérateurs de cloud que nous avons, c'est de faire ce qu'on appelle du cloud on-ramp, c'est-à-dire de faire cette interconnexion en local entre le cloud privé de nos clients et les plateformes publiques, aussi des cloud providers qui sont chez nous. Mais ça n'empêche pas après que si ces cloud providers ne sont pas présents, d'aller chercher les autres plateformes de cloud via des VPN privés, via des interconnexions privées. Alors, dernier point, vous y avez fait allusion, votre actionnaire principal, Colony Capital, qui était l'actionnaire historique, si je ne crois, a cédé ses parts à AXA Investissement. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je ne vous demande pas les raisons, mais qu'est-ce que ça change? Ou qu'est-ce que ça va changer? Alors, c'est assez récent. Alors c'est tout récent puisque ça s'est fait cet été, effectivement, vous avez raison, c'est que Colony a créé l'entreprise en 2006 et qu'après 12 ans, ce qui est très long pour un fonds d'investissement, a décidé pour différentes raisons. On trouve tous que c'est une très bonne nouvelle, à la fois parce qu'en fait, AXA était déjà actionnaire, c'est un actionnaire minoritaire, mais était déjà actionnaire. Donc il vous connaissait. Exactement. Donc en fait, pour nous, c'est un gage de stabilité, pour les employés, mais aussi pour les clients. Les clients ont tous très bien pris ce changement d'actionnariat. C'est aussi une reconnaissance,
C'est-à-dire que AXA, qui est un très gros groupe, n'achèterait pas une plateforme, si vous voulez, une entreprise qui ne performe pas, donc c'est une reconnaissance. Donc tout ça, c'est très positif. Et en fait, AXA Investment veut développer cette classe d'actifs, les data centers, à travers la plateforme de Data4, on en est bien sûr ravis. Et donc, c'est des moyens supplémentaires. Et la preuve, c'est qu'en juillet, juste après l'acquisition, on a décidé ensemble d'ouvrir Madrid, d'ouvrir l'Espagne. Donc, d'ici mi-2019, on en reparlera, nous serons en mesure de rajouter une 4e patte à notre footprint. Ce qui donnera plus de stabilité, si je puis dire. Ce qui donnera plus de stabilité, mais on espère ajouter une 5e patte. Mais ça, c'est le mouton à 5 pattes, il faut faire attention. Bon, d'accord, donc on essaiera d'ouvrir rapidement une 6e patte. Mais voilà, donc on a d'autres marchés après l'Espagne, on regarde beaucoup l'Allemagne, et comme je vous le disais tout à l'heure, on regarde aussi des sociétés à racheter en Europe. Principalement européen, votre objectif pour l'instant c'est européen? Alors, pour les 5 prochaines années, je peux vous dire que c'est européen. Okay. Après, on verra. Mais ce qu'on veut, c'est qu'avant de partir sur d'autres continents, il y a des continents très intéressants comme l'Afrique, on peut aussi en parler plus longuement, ou l'Asie-Pacifique, mais avant de sortir de son continent, de son territoire, de son terrain de jeu, il faut être plus puissant, plus stable. C'est pour ça que je parlais de pattes, d'être plus stable. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on voit dans les 5 prochaines années, c'est une expansion, un renforcement sur le continent européen. Bon, bah écoutez, je crois qu'on aura le temps de se revoir d'ici là. En tout cas, Olivier Micheli, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.